Le 20 mars 1869, le magasin d'éducation et de récréation, revue littéraire française destinée à l'enfance, publie le premier épisode du roman feuilletonnant de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. En 1907, Georges Méliès en signe une première adaptation cinématographique intitulée 200 000 sous les mers ou Le cauchemar du pêcheur, et où il met en scène les fonds marins en positionnant sa caméra derrière un aquarium. Au printemps 1916, la toute jeune Universal Film Manufacturing Company, dirigée par Carl Laemmle, débute la production d'une nouvelle adaptation de 20 000 lieues sous les mers, avec des bouts de l'île mystérieuse dedans. Ce film, tourné en partie aux Bahamas, est réalisé par Stuart Patton et propose aux spectateurs de l'époque de voir du jamais vu. Les premières prises de vue sous-marines. Pour réaliser cet exploit, les frères Williamson, Ernest et George, ont créé la photosphère. La photosphère est une chambre d'observation sphérique avec une grande fenêtre en verre d'environ 1,50 m de diamètre en forme d'entonnoir, permettant à un caméraman de filmer au sec les fonds marins. La photosphère était reliée à un bateau en surface par un tube utilisé pour la réparation sous-marine et pour le sauvetage des navires. Ainsi, les spectateurs découvrent pour la première fois des fonds marins des Bahamas, un récif corallien et ses habitants, des promenades en scaphandre, regarde-le, regarde-le. C'est Paris-Strasbourg à la marche. Ouais. Ça, c'est marché. Tu vois? Regarde-le. Viens toi aussi, viens. et, sujet oblige, assiste au combat sous-marin contre la pieuvre géante de l'histoire. À sa sortie, 20 000 lieues sous les mers est un succès populaire majeur. Ce succès est renforcé par le contexte de guerre de l'époque et l'inquiétude du public concernant la guerre sous-marine. Cependant, si ce n'est pour cette innovation technique, on ne retiendra pas grand-chose de ce film, dont la qualité cinématographique est un des derniers témoignages d'un cinéma primitif alors sur le déclin. Après le carton de Naissance d'une nation en 1915, qui alimente encore aujourd'hui la controverse, Griffith répond à ses détracteurs en publiant une brochure intitulée « Grandeur et décadence de la liberté d'expression en Amérique ». Il sort en même temps son nouveau film « Intolérance, le combat de l'amour à travers les âges » en un prologue et 2 actes. D'une durée de 2h46, ce film raconte 4 histoires situées à des époques différentes, qui se juxtaposent thématiquement au moyen d'un montage parallèle et qui s'articulent autour d'un motif récurrent, celui d'une mère près d'un berceau. La première histoire est contemporaine et a pour toile de fond la déchéance sociale. Elle raconte le destin d'une mère qui se voit retirer la garde de son enfant par un groupe de femmes, les Vestales du progrès moral, prétextant qu'elle ne peut s'en occuper convenablement au regard de sa condition misérable. Cette mère en détresse doit également lutter pour sauver le père de son enfant condamné à la potence pour un homicide qu'il n'a pas commis. La deuxième histoire évoque des passages de la vie du Christ. La troisième a pour cadre la France de 1572 et raconte l'histoire d'un jeune couple de huguenots à Paris au moment où Catherine de Médicis prépare le massacre de la Saint-Barthélemy. La dernière, enfin, se déroule juste avant la chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. C'est notamment pour cette dernière histoire que Griffith fit construire sur presque 2 km de terrain un des plus grands décors de toute l'histoire du cinéma. La double enceinte de Babylone s'élevait à plus de 90 mètres de haut. La salle d'apparat de Belshazzar pouvait accueillir 5000 personnes. Pour les scènes de combat, Griffith dirigeait depuis un ballon captif pas moins de 1900 figurants. Il filme de jour comme de nuit. Une sorte de grue a même été imaginée par le caméraman Johann Gottlob Wilhelm Bitzer, collaborateur de Griffith depuis 1908, pour pouvoir déplacer sa caméra au-dessus de la foule et réaliser un magnifique travelling aérien. Mais Griffith sait aussi tenir sa caméra au plus près de ses acteurs, sublimant leur jeu à travers de magnifiques gros plans. Côté casting, on retrouve plusieurs acteurs et actrices qui avaient déjà été dirigés par Griffith dans Naissance d'une nation. On y retrouve ainsi Lillian Gish, Mae Marsh, Robert Aron, Miriam Cooper, Ralph Lewis et bien d'autres.
Griffith sait diriger ses acteurs qui nous livrent des performances impressionnantes, pur moment de grâce qui touche en plein cœur. Pour la séquence finale, il se sert brillamment du montage parallèle de différentes histoires pour faire naître le suspense d'un sauvetage de dernière minute. Avec Intolérance, il continue de perfectionner sa mise en scène et multiplie les innovations qui façonneront toute une partie du langage cinématographique moderne. Pourtant, à sa sortie, Intolérance est boudé par le public. Trop long, avec une durée originelle de 3h30 dont la version est aujourd'hui disparue. Trop moderne, avec ce langage que le public ne comprend pas. Pour essayer de toucher ce public qui lui échappe, Griffith ressort 2 des 4 histoires de façon indépendante, la chute de Babylone et l'histoire contemporaine qui sera intitulée The Mother and the Law. Cela n'empêchera malheureusement pas Griffith de ressortir de cette expérience ruinée, lui qui avait investi dans ce film toute sa fortune personnelle. Durant le reste de sa carrière, Griffith mettra d'ailleurs un point d'honneur à honorer toutes les dettes du film. Pourtant, Intolérance ne sera pas incompris de tous. À défaut de faire école dans son propre pays, le film exercera une influence considérable sur le cinéma soviétique révolutionnaire, et plus particulièrement sur Sergei Eisenstein qui dira « Je n'aime guère les drames de Griffith, du moins le sens de sa dramaturgie. Chez lui, tout repose sur des concepts arriérés. C'est l'expression ultime d'une aristocratie bourgeoise à son apogée et sur son déclin. Mais c'est Dieu le Père. Il a tout créé, tout inventé. Il n'y a pas un cinéaste au monde qui ne lui doive quelque chose. Le meilleur du cinéma soviétique est sorti d'Intolérance. Quant à moi, je lui dois tout. » Intolérance, preuve magistrale du génie de Griffith, reste aujourd'hui un aboutissement, une révolution, un véritable enchantement visuel, un chef-d'œuvre d'une ampleur sans équivalent.